Bonjour à tous et bienvenue sur Horreur vécue. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de deux affaires de personnes disparues, retrouvées des années plus tard. Et lorsque nous avons découvert ce qui leur était arrivé, les circonstances de leur disparition se sont révélées bien plus terrifiantes que tout ce que l'on aurait pu imaginer. La seconde histoire en particulier est l'une des plus cauchemardesques jamais racontées sur cette chaîne. Même si les détails sont fugaces et non explicites, son contenu reste extrêmement perturbant. L'équipe vous recommande donc la plus grande prudence. Joyce Carol Vincent était connue comme un faisceau de lumière vivant pour tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. Née le 19 octobre 1965 dans le quartier de Hammersmith, à Londres, elle était le fruit d'une union cosmopolite. Son père était originaire d'Inde et sa mère d'Afrique, tous deux ayant émigré du Grenade. Joyce possédait des traits physiques qui attiraient l'œil. Un teint foncé, de grands yeux bruns expressifs et une longue chevelure bouclée. Elle était une véritable showstopper. Elle faisait sensation partout où elle allait. Mais sa beauté physique n'était qu'une infime partie de son charme. Si elle vous accordait de son temps, c'est sa personnalité qui vous captivait véritablement. Joyce était fondamentalement gentille, incroyablement pétillante et toujours avide de tirer le meilleur parti de chaque moment de son existence. En un mot, comme ses proches le diront sans cesse, Joyce était inoubliable. Elle était la plus jeune des 5 filles de la famille, la dernière née que tout le monde chérissait. Ses parents avaient bâti une vie de classe moyenne modeste à Londres. Son père, un charpentier habile et très travailleur, subvenait seul aux besoins de la famille. On raconte que Joyce tenait son magnétisme de lui, car il attirait naturellement les gens par son charme et sa personnalité. Malgré cette affinité, son père était émotionnellement distant. Joyce s'est donc naturellement rapprochée de sa mère. Ce lien précieux fut brisé tragiquement lorsque sa mère est décédée, alors que Joyce n'avait que 11 ans. Ses 4 sœurs aînées ont tenté de combler ce vide immense pour l'élever. L'adolescence fut une période difficile. Joyce a fréquenté une école pour filles à Londres jusqu'à ses 16 ans, mais a soudainement abandonné ses études, ne décrochant jamais du diplôme. Pourtant, pour les rêves qu'elle nourrissait, elle n'en avait pas besoin. Malgré les épreuves, Joyce n'a jamais cessé de viser haut. Elle rêvait de devenir musicienne et plus que tout, une pop star. Après l'école, elle a plongé dans le milieu musical, se faisant de nombreuses relations dans l'industrie. Elle a eu la chance d'enregistrer quelques morceaux, a partagé un déjeuner avec la légende Stevie Wonder, et, fait notable, à 25 ans, elle est apparue dans une vidéo aux côtés de Nelson Mandela lors d'un hommage au stade de Wembley. Elle était bien positionnée pour réussir, mais pour une raison inexpliquée, Joyce n'a jamais réussi à s'imposer durablement. Pour subvenir à ses besoins, elle a accepté des emplois de jour. Elle a commencé comme secrétaire en 1985 avant de rejoindre le prestigieux cabinet mondial Ernst Young. N'ayant jamais terminé ses études secondaires, on pourrait s'attendre à ce que son travail y soit insignifiant. Or, Joyce a rapidement grimpé les échelons, intégrant le département de la trésorerie où elle était chargée de gérer le transfert de sommes considérables. Sa popularité et son professionnalisme étaient immenses. Puis, en 2001, survient le premier choc. Joyce quitte brusquement l'entreprise sans donner d'explication claire. Pour ceux qui la connaissaient bien, ce comportement n'était pas entièrement surprenant. Joyce avait cette tendance compulsive à la rotation sociale. Elle sautait d'un cercle d'amis à l'autre. Il n'était pas rare que ses amis passent une soirée avec elle et n'aient plus de ses nouvelles pendant des mois. Quand elle disparaissait, ses proches haussaient les épaules. C'est Joyce qui fait du Joyce. Mais après avoir quitté Ernst Young, elle a commencé à s'éloigner de tous. On suppose qu'elle entretenait alors une relation amoureuse avec un homme qui serait la raison de son isolement. La rumeur veut qu'elle ait déménagé dans un foyer pour victimes de violences conjugales. Son retrait pouvait être une tentative de cacher sa honte, ou plus simplement de se soustraire à l'homme qui la maltraitait. Tristement, cette femme prometteuse a vu sa vie sombrer. Elle a accepté un travail de femme de chambre dans un motel miteux. Après plusieurs années au refuge, elle a emménagé dans un studio d'une seule pièce, propriété du Metropolitan Housing Trust, et spécifiquement réservé aux victimes comme elle, situé au-dessus du centre commercial Wood Green. En novembre 2003, elle a connu un sérieux problème de santé. Elle est admise à l'hôpital après avoir vomi du sang, le diagnostic étant un ulcère peptique sévère. Elle y passe 2 jours avant de regagner son studio. C'est ici que l'impensable commence. Début 2006, le Housing Trust remarque une anomalie. Le gouvernement payait la moitié de son loyer par allocation. Le système n'a pas immédiatement signalé que l'autre moitié n'était pas versée depuis plus de 2 ans. Lorsqu'ils en ont pris conscience, le Trust n'avait d'autre choix que de récupérer les 2400 livres impayés ou de reprendre le bien. Le 25 janvier 2006, les autorités se présentent à l'appartement pour l'expulsion.
En approchant de la porte, ils entendent la télévision allumée à un volume si élevé qu'on l'entendait distinctement depuis le couloir, signe qu'elle était à l'intérieur. Ils frappent, tentent de la faire répondre, mais seul le bruit assourdissant de l'écran répondait. Après lui avoir laissé un délai suffisant, les agents ont enfoncé la porte. En entrant, ils ont dû enjamber un monticule de courrier non ouvert accumulé devant l'entrée. L'appartement était désordonné, mais ils ont aussi noté une pile de cadeaux soigneusement emballés qu'elle devait avoir prévu de distribuer. Puis, ils ont fait l'horrible découverte. Certains rapports disent qu'elle gisait sur le sol, d'autres dans son lit, mais une chose était certaine. Joyce était morte. Son corps était dans un état de décomposition si avancé qu'il était en grande partie squelettique. La mort remontait si longtemps que l'identification fut complexe et ne fut possible qu'avec ses dossiers dentaires. En raison de l'état du corps, l'autopsie fut impossible. Bien que Joyce souffrait d'asthme et d'un ulcère sévère, la police n'a trouvé aucune preuve d'acte criminel. Pas d'effraction, la porte était doublement verrouillée. La cause de décès fut alors inscrite comme indéterminée. La véritable révélation vint des indices dans l'appartement. La police a ouvert sur frigidaire et a trouvé des aliments totalement gâtés dont les dates d'expiration remontaient à fin 2003. Cela signifiait que Joyce était décédée juste avant Noël 2003. Pendant plus de 2 ans, son corps est resté là, sans que personne ne le sache. Les systèmes automatiques de prélèvement bancaire continuaient à payer l'électricité et l'eau, de sorte qu'aucune entreprise n'a eu de raison de la contacter. Le bruit constant de la télévision n'a alarmé personne dans cet immeuble avec les murs fins. L'odeur émanant de son studio a été attribuée par les voisins au conteneur à ordures juste en dessous. La famille de Joyce était stupéfaite. Elle avait bien tenté de la contacter, embauché un détective privé, mais sans succès. Mais face à son habitude de s'effacer, elles avaient décidé par amour de lui accorder l'espace qu'elles croyaient qu'elle voulait. C'est ainsi que l'habitude d'une femme de disparaître a permis à une personne si inoubliable d'être si tragiquement oubliée pendant si longtemps. L'histoire de Sean Hornbeck nous emmène à Richwoods, Missouri, en 2002. C'était un dimanche après-midi tout à fait normal, le 6 octobre. Sean, alors âgé de 11 ans, commençait à s'ennuyer. Vers 13 h, il a demandé la permission à son beau-père, Craig, d'aller chez son ami, à vélo. C'était une routine, la maison de son ami n'était pas loin. Craig a souri et a donné son accord. Sean, un enfant connu pour être responsable au-delà de son âge, a ensuite fait un câlin et un bisou à sa mère, Pam. Elle lui a demandé de rentrer pour 17 h pour le dîner. Il a saisi une veste et s'est précipité dehors. Sean entretenait une relation très spéciale avec son beau-père. Il était littéralement son ombre. Depuis que Sean avait accompagné sa mère jusqu'à l'hôtel à l'âge de 6 ans, lui et Craig formaient un lien indéfectible. Mais tout allait basculer en quelques secondes. Sean enfourche son vélo sur les chemins de gravier menant chez son ami. Soudain, une camionnette blanche, roulant dans la direction opposée, dévie brusquement vers lui et le fait chuter de son vélo. Le conducteur sort alors rapidement du camion. Il ne se précipite pas pour voir si l'enfant va bien. Au lieu de cela, il le saisit violemment, le jette dans le camion, récupère le vélo et s'éloigne à toute vitesse sur le chemin de terre. En un clin d'œil, Sean avait disparu. Lorsque Sean n'est pas rentré à 17 h, puis à 18 h, Craig et Pam ont paniqué et ont immédiatement contacté la police. En quelques heures, la petite ville de Richwoods était envahie par les adjoints du shérif et les volontaires. Ils ont ratissé le trajet qu'il aurait dû emprunter. Des chiens de recherche ont pu capter l'odeur de Sean, mais la piste s'est éteinte abruptement. Les recherches se sont poursuivies pendant des jours, puis des semaines. Les autorités ont finalement commencé à réduire leurs efforts. Mais pour Craig et Pam, l'idée d'abandonner était impensable. Craig a liquidé son plan de retraite 401K et a dépensé toutes leurs économies pour financer la recherche. Ils ont finalement créé une fondation au nom de Sean pour aider à la recherche d'enfants disparus, tout en continuant désespérément la recherche de leur propre fils. Les médias locaux, y compris à Saint-Louis, ont couvert l'histoire, mais l'attention a fini par s'estomper. Pourtant, les enquêteurs ont suivi plus de 400 pistes différentes, cherchant partout, grottes, rivières, mines abandonnées, cimetières, ils ont même drainé des lacs. Chaque effort a été vain. Après 1 an, la réalité s'est imposée aux équipes. Sean ne serait probablement jamais retrouvé. Ou s'il l'était, il serait mort. Pendant ce temps, Sean n'était pas mort. Il était vivant. Mais il vivait un cauchemar absolu. L'homme qui l'avait enlevé, Mike Devlin, l'a conduit à son appartement d'une seule pièce, à Kirkwood, à environ 1 heure de Richwoods. Dès son arrivée, l'enfant était attaché à un futon, la bouche recouverte de rubans adhésifs. Pendant des jours, il a été soumis à des actes horribles et dépravés de toutes sortes. Après plusieurs jours, Mike Devlin a accordé à Sean une liberté limitée.
Il le détachait lorsqu'il était à la maison. Mais quand Mike sortait, Sean était à nouveau ligoté au futon, seul, à attendre le retour de son bourreau. Quelques semaines plus tard, Mike a soudainement dit à Sean qu'il allait le ramener chez lui fin octobre. Les deux sont montés dans le camion, mais au lieu de le ramener à Rich Woods, Mike l'a conduit sur une route forestière déserte. Le conducteur s'est parqué, est sorti, a tiré Sean hors du véhicule et l'a amené à l'arrière du camion. Il a alors enroulé ses mains autour de la gorge de Sean. Le garçon a supplié frénétiquement pour sa vie. Il a tenté de se battre, mais l'homme mesurant 1,93 m et pesant 136 kg était trop fort. C'est là que Sean a fait une promesse. Il ferait tout ce que Mike voulait, pourvu qu'il le laisse vivre. En entendant cela, l'étreinte se relâcha. Mike a brusquement retiré ses mains, laissant Sean suffoquer et reprendre son souffle. Il a accepté de le laisser vivre, mais à des conditions strictes. Sean devait promettre de ne jamais s'enfuir et de ne jamais contacter qui que ce soit. L'horreur de cette tentative de meurtre a cimenté l'emprise. Sean savait que Mike était sérieux. Ils sont retournés à l'appartement. Au fil du temps, Sean a continué de gagner en privilèges, notamment celui de ne plus être attaché quand Mike quittait l'appartement. Il passait ce temps en paix, souvent en dormant. Puis, environ 7 mois après son enlèvement, il a été autorisé à se lier d'amitié avec Tony, le voisin de 13 ans. Sean passait du temps avec la famille de Tony. Pourtant, il n'a jamais révélé son véritable nom. Il répétait fidèlement un scénario monté de toutes pièces par Mike. Son nom était Sean, sa mère était morte dans un accident de voiture causé par un chauffeur ivré, et il vivait seul avec son père, Mike. Le traitement subi avait fait de Sean un prisonnier dans son propre esprit. Malgré la liberté de mouvement, l'accord passé derrière le camion était absolu. Il dînait dans des restaurants et participait à des événements avec la famille de Tony. Mike lui avait même acheté un nouveau vélo et une console de vidéojeux. Apparaissant aux yeux de tous comme un père attentif, ce masque a malheureusement permis que cette épreuve se prolonge pendant des années. En 2006, 4 ans après son enlèvement, Sean a eu plusieurs occasions de se libérer. Il et Tony ont été arrêtés par la police pour avoir dépassé le couvre-feu à vélo. Ils ont été raccompagnés à la maison. Sean n'a dit un mot. Les officiers, malgré la médiatisation de l'affaire, ne l'ont pas reconnu. Une autre fois, alors qu'il regardait la télévision avec la famille de Tony, le visage de Sean est apparu sur l'écran lors d'un reportage sur sa propre disparition. La mère de Tony, surprise, a demandé « C'est toi ?» Sean a ri et a nié farouchement être le garçon du reportage. À 15 ans, il avait suffisamment changé pour que sa ressemblance à la photo de ses 11 ans ne soit pas évidente. Le sujet a été abandonné. Plus tard cette année-là, il a même trouvé le site internet de la fondation créée par ses parents. Il a rempli le formulaire de contact 2 fois, sans s'identifier. Les 2 messages contenaient la même question obstinante. « Combien de temps prévoyez-vous de chercher votre fils ?» Malheureusement, ses parents, qui avaient peut-être reçu trop de fausses pistes, n'y ont jamais répondu. Alors que les occasions manquées s'accumulaient, un événement survenu en 2007 a réveillé la peur de Sean. Un jour, Mike est rentré à la maison avec un nouveau garçon. Sean a compris qu'il avait été remplacé. En janvier de cette année-là, Ben, 13 ans, a été enlevé en descendant de son bus scolaire. Un camarade de classe à Mitch, il a entendu les pneus crisser. Il a vu la camionnette blanche filer dans le sens opposé. Mitch a immédiatement alerté ses parents, qui ont appelé la police. L'enquête a démarré. La police a trouvé des traces de pneus intactes sur le chemin de terre qu'elle a pu mouler. Mais elles ignoraient alors que l'enlèvement de Ben allait résoudre le cas Sean Hornbeck. Dans l'interrogatoire, Mitch a révélé un niveau de détail ahurissant que les enquêteurs ont eu du mal à croire au départ. Il a identifié le modèle exact du camion, un Nissan avec un toit de camping, une vitre élongée, un attelage de 2 pouces, et même noté la rouille et la saleté sur le garde-boue. Mitch n'était pas un témoin ordinaire, il était obsédé par les camionnettes. Grâce à cette description, un avis de recherche a été diffusé dans tout le Missouri. 2 jours plus tard, dans une pizzeria de Kirkwood, le propriétaire a entendu la description à la télévision. Il a regardé par la fenêtre. Le camion était là. Il se souvint que Mike Devlin, son gérant, était parti ce jour-là en disant qu'il était malade. L'agent spécial du FBI, Lynn Willett, s'est rendu à la pizzeria. Elle a rencontré Mike Devlin qui évitait son regard. Une entrevue formelle a eu lieu dans la voiture du FBI. Mike était évasif, mais il mentionnait sans cesse son petit-fils Sean. Lynn a vu le pouls de Mike marteler son cou chaque fois qu'il prononçait ce nom. L'horrible déduction a frappé l'agent. Le Sean qu'il mentionnait devait être l'enfant disparu des années auparavant. Pour le faire avouer, Lynn a mentionné que les moulages des traces de pneus étaient l'équivalent de l'ADN. Mike perdit ses couleurs. Il baissa la tête et murmura « Je suis une mauvaise personne ».
Il a avoué l'enlèvement de Ben et de Sean. Mike a immédiatement conduit les agents à son appartement. Lorsque Lynn est entrée, les deux garçons jouaient aux jeux vidéo devant la télévision. Ben a couru vers Lynn. Sean, lui, est resté figé de peur jusqu'à ce que l'agent lui assure qu'ils étaient en sécurité. Mike a été menotté. Les parents de Sean et Ben ont été contactés. Après 4 ans, 3 mois et 6 jours de captivité, les retrouvailles de Sean avec Pam et Craig furent un moment de 30 minutes d'étreinte interrompu. Mike Devlin a été inculpé de 71 chefs d'inculpation, y compris la tentative de meurtre de Sean en 2002. Le jour du 5e anniversaire de l'enlèvement de Sean, Mike a plaidé coupable, après avoir entendu que la police avait récupéré des photos et des vidéos incriminantes. Il a été condamné à un total de 4240 ans de prison. Il ne sera éligible à une libération parolière qu'à l'âge de 100 ans. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, un grand merci pour votre attention. Dites-nous en commentaire si ces histoires vous ont troublé. Et n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.